Merci, messieurs les modérateurs. Honorable assistante, permettez-moi de vous présenter après la partie sus-mésocolique, on va aborder la région terminale du tube digestif et la problématique de ces anastomoses qui est surtout de l'ordre septique. Donc, ce sont des complications les plus redoutées en chirurgie colique qui augmentent la mortalité et la durée d'hospitalisation. Ils sont assez fréquentes, de l'ordre de 9 à 25%, ça dépend des écoles. Alors le principal challenge, c'est de reconnaître précocement pour instaurer un traitement adapté, parce que du fait de la précocité du traitement va dépendre aussi la possibilité de garder une fonction sphinctérienne et d'éliminer les stomies définitifs. Et bien, il augmente aussi le risque de récidive locale parce que ces malades qui ont des fistules, ils vont retarder leur traitement post-chirurgie et par conséquent, ils vont avoir un résultat carcinologique défaillant. Bien entendu, chaque complication, on passera par la prévention et je tiens à vous dire que quand même ces complications colorectales, ça a été soulevé dans le dernier congrès européen de chirurgie colorectale qui était à Saint-Gallen et ça témoigne de la problématique et ça veut dire qu'on a plein d'idées et plein de prévention, mais la fréquence reste assez élevée et par conséquent, on peut au moins améliorer la gestion. Donc, c'est une définition qui est du groupe de travail international de chirurgie rectale, qui définit cette fistule comme toute communication entre compartiments intra- et extra-luminaux secondaires à la présence d'un défect anastomotique, incluant les lignes de suture, d'agrafe, de réservoir ou de cul-de-sac colique. Donc, un abcès anastomotique doit être aussi considéré comme une fistule jusqu'à preuve du contraire. Je passe rapidement parce que c'est pas un échec en lui-même. Un chirurgien, ça arrive à tout le monde et donc il faut pas voir son ego altéré par ce genre de complications. Donc, comme facteur de risque préopératoire, donc je passe rapidement, c'est des facteurs qui sont en général communs à toutes les fistules. Et en gardant aussi les facteurs de risque préopératoire qui sont spécifiques à cette pathologie. C'est le sexe masculin parce qu'il y a l'étroitesse du pelvis, la hauteur du pôle inférieur, plus la tumeur est plus basse, plus le risque de fistule augmente. La radiochimiothérapie néoadjuvante, elle altère la qualité et l'augmentation des fistules par la fibrose post-radique, qui va entraîner des troubles de cicatrisation. Quand on a malheureusement une tranche de section envahie, le nombre de rangées d'agrafes, donc qui est démontré, comme un nombre de rangées qui est supérieur à 3, entraîne plusieurs zones d'ischémie au niveau des intersections et donc c'est un facteur de fistule prouvé. Les pertes sanguines par leur problème de perfusion de la tranche. Alors, comme facteurs de risque qui sont contestés, la cœlioscopie n'est pas un facteur de risque, mais quand même elle permet une dissection plus fine du pelvis. Le drainage ne réduit pas le risque de fistule anastomotique, mais allonge parfois même le délai diagnostique d'après les résultats de l'étude Crecard. Donc, on draine ou pas, ça dépend des écoles, mais la plupart optent par un drainage court et rapide, surtout sur un pelvis, sur la concavité sacrée, que le drainage peut durer jusqu'à 48 heures. Alors, l'astomie de protection ne réduit pas le risque de fistule, mais par contre, elle diminue la gravité clinique et le taux de réintervention. Donc, après une chirurgie délicate et surtout sous le rectum sous-péritonéal irradié, une stomie est toujours la bienvenue.
Alors, qu'est-ce qui est acquis maintenant après une chirurgie rectale cancérologique? Donc, une radiochimiothérapie néoadjuvante, une réhabilitation précoce après chirurgie, une chirurgie mini-invasive, un TME avec anastomose colorectale basse au coloanal et une stomie de protection. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur cette diapositive parce que une équipe néerlandaise qui avait démontré, c'est une équipe de Snapshot, et qui avait montré comme les fistules anastomotiques, ils sont de l'ordre de 13%. Ils arrivent toujours, en général, avant le premier mois. Ces fistules anastomotiques, ils sont déclarés. Donc, ils peuvent rester, par exemple, c'est des écoulements anals pendant à peu près 3 mois. Et il y a une autre catégorie de fistules qui va apparaître, qui va traîner et qui va apparaître dans les 6 mois, surtout après la fermeture de stomie. Et bien entendu, après la fermeture de stomie, on peut avoir aussi des abcès chroniques qui vont un petit peu pérenniser au-delà de 1 an. Et malheureusement, c'est une indication à reprendre ces malades pour enlever carrément ce foyer septique. Et donc, comme je vous ai dit, la fistule, elle est sous-estimée et on peut avoir parfois des fistules chroniques avec des abcès et des sinus qui peuvent prolonger donc le sepsis chez ces patients. Donc, les fistules anastomotiques et surtout ces sinus chroniques qui reviennent un petit peu parce que c'est ce genre de malades que malheureusement on est obligé de les reprendre. Et quand on les reprend, donc avec toutes les difficultés de la chirurgie itérative, ils peuvent être responsables, ces abcès, dans 20% de stomie permanente. Le sepsis chronique, une complication qui est potentiellement sévère, elle réduit les résultats oncologiques, complique les reprises chirurgicales et parfois elle peut carrément être responsable de stomie permanente. Et donc là, il y a un schéma comme quoi on peut avoir parfois des fistules anastomotiques qui sont asymptomatiques. Après une opacification, après une opacification avant la rétablissement de continuité, l'endoscopie peut passer à côté de ces fistules et même un contrôle radiologique par une opacification peut passer à côté. Et donc ce genre de fistule peut réapparaître après la fermeture de stomie et c'est ça qui pose le plus de problèmes. Donc voilà, c'est le même schéma. Ici, on voit pas d'abcès, il n'y a pas de fistule. Et là, on commence à voir des fistules après la fermeture de stomie, apparition de l'abcès. Donc, comme tableau clinique, donc la présentation, donc je vais pas m'attarder là-dessus. C'est soit que le malade est complètement asymptomatique, c'est sur le plan biologique et clinique, soit qu'il a des petits signes qui vont le stader comme stade B, un liquide qui est purulent qui peut arriver par le drap, des petites douleurs, une hyperleucocytose, une élévation de la CRP, ou bien quand on fait un scanner, on va trouver un abcès pelvien. Et le dernier tableau, c'est un tableau qui est assez bruyant, c'est un tableau septique avec même un choc septique où on est parfois obligé de donner des drogues vasoactives pour pouvoir aider ces patients à survivre avec un lavage et une toilette péritoniale. Alors maintenant, le vrai challenge, c'est de connaître, parce que ça a été démontré qu'une fistule anastomotique, quand elle est asymptomatique, elle a un meilleur pronostic ultérieur et on peut éventuellement pouvoir fermer ces stomies ultérieures chez des patients qui ont une chirurgie basse et des anastomoses assez basses. Alors, bien sûr, c'est démontré partout comme quoi le taux de la CRP, elle peut augmenter donc vers le deuxième jour, vers le troisième jour, et elle va commencer à diminuer vers le J4, que aussi le taux de la procalcétonine, mais tous les auteurs, ils sont d'accord pour que le taux de la CRP, c'est
c'est un dosage qui est facile, qui n'est pas coûteux, et ça peut nous orienter un petit peu vers suspecter est-ce que c'est un patient qui va faire une fistule anastomotique, ça veut dire c'est un patient peut-être qu'il faut pas le laisser sortir de l'hôpital et qu'il faut le garder, ou bien chez ces patients, il faut peut-être commencer une panoplie d'examens pour pouvoir diagnostiquer cette fistule précocement. Alors, une autre équipe espagnole qui avait, parce que là, on a retenu un taux de 135 milligrammes par litre de CRP comme un facteur péjoratif de la détection d'une future fistule anastomotique. Pardon. Par contre, il y a une équipe espagnole qui a dosé cette CRP entre des patients qui sont opérés par voie laparoscopique et les patients qui sont opérés par voie conventionnelle, et a démontré que ce taux, en fait, n'est pas toujours fiable à 135, et ce taux est diminué à 96 quand la chirurgie laparoscopique ou robotique a été réalisée chez ces patients. Peut-être parce que quand on opère les patients par voie conventionnelle, on manipule trop les intestins et on provoque plus d'inflammation que par voie laparoscopique. Alors, est-ce que sur un simple taux de CRP, on peut réaliser un scanner ? Oui, une CRP qui est augmentée au 4e jour au-delà de 135 va inciter l'équipe médicale ou chirurgicale à demander un scanner pelvien. Un scanner normal n'élimine pas l'apparition ultérieure de fistules. Et donc, cette gestion, donc, qui est rapide, donc, absence de suspicion, le patient peut sortir à J4, et puis, quand on a une suspicion, on va commencer une panoplie d'examens, et en fonction ça veut dire un scanner, et puis, on verra la gestion de la fistule ultérieure. Alors, on a à peu près 3 tableaux, soit qu'il est asymptomatique, et ça peut arriver dans un tiers des cas, et on découvre cette fistule, c'est quand on veut fermer ces patients. Donc avant de fermer ces stomies, on fait une opacification, et donc c'est à ce moment qu'on diagnostique ces fistules qui ont toujours été asymptomatiques. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste retarder la fermeture de cette stomie, et de 4 à 5 mois, mais si cette persistance dure au-delà de 6 mois, il y a très peu de chances que ce patient va pouvoir fermer sa fistule. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Quand on opacifie, on va quand même essayer de faire les manœuvres les moins agressives, parce que personne ne voudrait revenir sur ce pelvis qui est déjà irradié, qui est gelé, pour soit démonter ou faire autre chose. Donc, on examine ce patient sous anesthésie générale. Si le trajet fistuleux est borne ou anastomose normale, donc on ferme la stomie. Si le trajet est large ou sténosé, on fait des irrigations au traitement endoscopique. Donc, ça a été démontré, donc comme quoi 25% avec une fistule anastomotique au-delà de 6 mois, il y a 19 avaient un trajet borne, et on a pu quand même fermer cette stomie chez la plupart des patients. Donc le stade, l'abcès, donc c'est le plus fréquent parce qu'on a un abcès, on a une mode de révélation, donc comme on a vu tout à l'heure. Donc il faut drainer toujours par la voie la plus simple. Si l'anastomose est basse, donc la façon la plus simple, c'est de le drainer dans le tube digestif, et donc le traitement va dépendre de la hauteur de l'anastomose. Plus l'anastomose est basse, plus le drainage est dans le tube digestif, plus l'anastomose est haute, et s'il n'y a pas de communication avec le tube digestif, donc il va être drainé par voie radiologique ou par voie radiologique. Alors s'il n'a pas été, l'orifice est repéré, c'est la situation la plus fréquente. Drainage transanastomotique, agrandissement de l'orifice de fistule, curetage et lavage de la cavité avec un drainage. Donc plusieurs possibilités. Ça a été démontré comme l'endosponge, ça permet un traitement de ces fistules, et ce traitement il est à peu près assez élevé, à peu près de 80% des cas dans les fistules précoces, et donc ce
cette guérison va dépendre de la précocité de prise en charge par ce type d'endosponge. Bien entendu, il faut que le défect soit inférieur à 50%. Alors c'est quoi? Ce sont des sponges avec des tubes d'irrigation qu'on met dans l'abcès et avec cette pression donc aspiratif négatif, donc elle va pouvoir ne pas créer donc le volume, elle va pouvoir ramasser et concentrer, et le trajet ou l'abcès il va se fermer et il va se fibroser, et par conséquent on va avoir un trajet borne et on va pouvoir fermer la fistule. Donc là, c'est plusieurs études là-dedans parce que ça permet une meilleure traitement par une voie mini-invasive. Il y a aussi l'existence aussi de clips ou d'endoprothèses qui permettent aussi de gérer ce genre de complications. Donc, bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Il y a notre ami Dr Belhoussine qui va parler des drainages. Quand il n'y a pas de communication avec le tube digestif, donc là, il faut privilégier, et surtout si l'abcès est assez haut, il faut privilégier le drainage radiologique. Donc, le tableau le plus dramatique, c'est la péritonite avec état de choc. Il faut essayer toujours d'être le plus minimaliste concernant la conservation de l'anastomose. Il faut toujours pour la conserver, faire un drainage, et si la stomie n'a pas été faite, il faut la réaliser. Donc l'inconvénient, ce sont des réinterventions multiples, parce qu'on n'éradique pas à 100% l'origine de sepsis, et on peut avoir une fistule chronique et bien entendu aussi des sténoses anastomotiques. En cas de péritonite avec un état de choc, il y a les partisans des maximalistes avec un démontage de l'anastomose et un Hartmann. Donc les indications de l'Hartmann, c'est l'état de choc, le drogue vasoactif, l'ischémie du côlon abaissé, péritonite stercorale avec un pelvis cruenté et une désunion supérieure à 50%. Ce sont des techniques qui sont pourvoyeuses d'estomie définitive, mais parfois devant un état pareil, la seule possibilité c'est de pouvoir faire survivre le malade, et on verra les résultats ultérieurement. Alors le rétablissement de continuité, c'est quand il y a plus de sepsis, quand il y a la guérison de la fistule, quand il y a les adhérences ne sont plus là pour pouvoir réintervenir, en général en 4 à 6 mois, bien entendu, après avoir réalisé une TDM pelvienne pour chercher s'il n'y a pas d'abcès résiduel, et bien entendu pour voir le devenir de cette maladie tumorale, où en est le patient. Donc, rétablissement de continuité, quand il y a un abcès périanastomose, anastomotique par voie transanale ou transglutéale. Si l'anastomose elle peut être conservée dans 90% quand on laisse l'anastomose. La seule interaction, c'est qu'on peut avoir des sténoses séquelaires. C'est des sténoses qui sont bénignes dans la plupart des cas, qui peuvent être gérées par une simple dilatation. Et quand il y a la sténose avec la fistule, malheureusement, il faut reprendre ces patients par voie abdominale. Donc, beaucoup de littérature sur les stomies. Est-ce qu'ils sont responsables de stomies permanentes ou pas? Il faut savoir que les stomies permanentes peuvent être dans 8 à 32% des cas. Comme facteur aussi l'âge de 65 ans, les stomies réalisées après complications, surtout après un Hartmann, plus important après chirurgie colo-anale ou chirurgie colorectale, et un risque plus élevé de stomie quand elle est réalisée après fistule anastomotique. Alors, chirurgie itérative, bon, ça c'est le challenge du chirurgien. Difficile, avec des risques de lésions iatrogènes. Les résultats fonctionnels sont inférieurs à la première intervention. Il faut faire un bilan de la maladie avant de rétablir, de se lancer dans ce challenge. En général, le délai entre 6 à 12 mois. Les indications déjà précitées. Et puis, 2 possibilités quand l'anastomose est là. Soit qu'il faut faire une anastomose colo-anale manuelle, directe, protégée par une stomie s'il n'a pas encore été faite, et ou bien faire une anastomose colo-anale différée si la longueur du côlon restant permet une descente suffisante, donc selon la technique de Beaulieu. Quand le Hartmann qui a été réalisé en première intention après cet échec ou cette fistule,
là, les difficultés augmentent et on peut avoir un abaissement du côlon, utiliser plusieurs possibilités thérapeutiques. La grande difficulté, c'est le repérage du moignon rectal qui peut être très très difficile, surtout chez l'homme, parce que la vessie peut plaquer le pelvis et le rectum il peut être rétracté. Donc là, je passe. Alors maintenant, on parle beaucoup de la prévention de ces fistules. On revient un petit peu sur le microbiome du côlon. Ça a été démontré, un traumatisme chirurgical, une ligature vasculaire augmente la virulence de la microbiose et donc il faut obligatoirement donner une antibiothérapie avec une préparation du côlon. Ça permet efficacement de diminuer le taux de fistule. Alors faire une ligature haute ou basse. Maintenant, dans les cas, on peut faire une ligature de l'artère mésentérique inférieure en conservant la première branche de l'artère colique supérieure gauche. Elle va diminuer le taux de fistule sans empiéter le risque de survie, de qualité carcinologique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Préférer toujours une seule rangées que plusieurs rangées, parce que ils vont arriver là, les fistules, entre les intersections de deux lignées d'agrafes, entre supérieure et celle-là, donc, et bien sûr, préférer une TATME que d'autres types d'anastomose. Bien sûr, je crois qu'ils ont déjà parlé aujourd'hui de l'immunofluorescence comme un facteur de meilleure garantie d'une chirurgie. Alors, je vous dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je termine sur ça, sur les 10 commandements. Donc, faire préparation nutritionnelle avec l'immunonutrition, préparation colique avec antibiothérapie, faire une IRM pelvienne pour prévoir les difficultés anatomiques du patient, décrocher l'angle colique gauche pour avoir une anastomose pas sous tension, ligaturer l'artère mésentérique inférieure avec conservation de l'artère colique supérieure gauche, préférer une seule lignée d'agrafes, contrôler la viabilité par fluorescence, une stomie de protection, un diagnostic précoce CRP avec TDM, si fistule, il faut anticiper le traitement transanal. Je vous remercie.